Cet épisode a été réalisé dans le cadre du programme CEPAGE, porté par les communautés de communes de Haute-Gironde dans le cadre du programme régional santé-environnement. Cette démarche vise à co-construire les pratiques viticoles en Haute-Gironde, respectueuses de l'environnement et de la santé. Épisode 11, pesticides et santé des riverains, que sait-on ? Dans l'épisode précédent, nous abordions la question des effets du changement climatique sur les cultures viticoles. Dans cet épisode, nous nous intéressons à un autre sujet d'envergure, les effets des pesticides sur la santé des riverains. Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les insectes, les champignons, les rongeurs, les mauvaises herbes. Il en existe plusieurs catégories, comme les produits phytopharmaceutiques, utilisés en protection des plantes, et les biocides, utilisés contre les nuisibles. En tant que première puissance agricole européenne, la France est également la première consommatrice de pesticides et la troisième à l'échelle mondiale. Avec la pomiculture et la culture de la pomme de terre, la viticulture est au rang des cultures françaises les plus consommatrices de produits. L'épidémiologie, qui est la science qui étudie au sein des populations la fréquence, la répartition des problèmes de santé et les facteurs qui les déterminent, a déjà montré les effets chroniques des pesticides sur la santé des professionnels agricoles. Cancer, pathologies neurologiques, troubles de la reproduction. Nous écoutons Guylaine Bouvier, enseignante-chercheur à l'Université de Bordeaux en santé publique et environnement. Ses recherches portent notamment sur les liens entre pollution de l'environnement et impact sur la santé des personnes. Aujourd'hui, on sait que d'être un agriculteur augmente votre risque de maladie Parkinson, augmente votre risque de certaines hémopathies malignes, donc certains cancers du sang. Voilà. Et à un moment, on sait que si on voit des choses chez les agriculteurs qui sont les plus fortement exposés, enfin, qu'on considère comme les plus fortement exposés pendant une grande période de leur vie professionnelle à des fréquences importantes, etc., les plus directement exposés, on va dire, puisque c'est eux les utilisateurs, on sait que ce qu'on voit de façon importante chez eux, on risque de le voir de façon plus faible dans la population générale. Toute la question est, ces maladies, elles existent par ailleurs. Donc, est-ce que d'être exposé à de faibles doses de pesticides parce qu'on est riverain d'exploitation, ça augmente notre risque qui existe déjà, qui n'est pas un risque nul. Au cours des dernières années, les tensions entre viticulteurs et riverains, qui parfois se réunissent en collectif ou en association, se sont accrues. D'un côté, les riverains s'interrogent de manière légitime sur les effets que peuvent avoir les produits épandus sur leur santé. De l'autre, des viticulteurs qui expliquent qu'avec les pratiques culturales actuelles, les aléas climatiques et les maladies de la vigne, il est impossible de produire sans pesticides. Le fossé entre riverains et agriculteurs se creuse. Face à ces débats, les protagonistes se tournent naturellement vers le monde de la recherche. Aujourd'hui, quels sont les risques sanitaires encourus par les riverains de zones viticoles ? Vivre en bordure de vigne est-il sans risque ? Jean-Noël Jouzel, sociologue et directeur de recherche au CNRS, nous explique l'intérêt récent de la recherche pour cette question. À la fin de la première décennie du XXIe siècle, ça fait une douzaine d'années que les pesticides et la santé des riverains sont devenus un problème qui suscite des mobilisations locales parfois très fortes, des controverses parfois très fortes. Ça ne veut pas dire qu'avant il n'y avait rien, mais il y a un degré de publicité qui est devenu sans commune mesure avec la situation au préalable. Alors, pourquoi ça a mis si longtemps à émerger ces affaires de pesticides et de santé des riverains ? Il y a sans doute plusieurs raisons à ça, mais il y en a une qui est, à mon avis, fondamentale, qui tient à la difficulté de produire des connaissances sur cette question spécifique. Alors, il faut faire un tout petit peu d'histoire pour comprendre pourquoi c'est si difficile. L'utilisation des pesticides, elle est très ancienne en agriculture. Elle s'est vraiment intensifiée à partir du milieu du XXe siècle, mais déjà avant, on utilisait pas mal de pesticides. Elle s'est intensifiée notamment en raison des progrès de l'industrie chimique qui ont fait que de plus en plus de produits de synthèse ont été mis sur le marché à partir des années 50, 60, 70. Et l'idée que ces produits pouvaient être potentiellement nocifs pour la santé, non seulement des ravageurs des récoltes, mais aussi des consommateurs de fruits et légumes qui peuvent être exposés aux résidus de pesticides qui sont présents sur les produits alimentaires, à la santé des agriculteurs qui sont, il faut toujours le rappeler, de très loin la population la plus exposée aux pesticides, et à la santé également des riverains. C'est une idée qui est ancienne, qui n'est pas du tout récente. On n'a pas attendu que Lise Lucet fasse des caches investigations sur le sujet pour s'en préoccuper au niveau des politiques publiques. En fait, depuis de très longue date, il y a des politiques publiques qui sont dédiées à encadrer l'usage des pesticides et à garantir, en théorie,
qu'ils n'auront pas d'effet sur les populations humaines, mais aussi sur la faune et la flore sauvage. Et l'outil central de ces politiques publiques, c'est l'autorisation de mise sur le marché, qui a été instaurée en France en 1943. C'est-à-dire que les industriels ne peuvent pas mettre sur le marché de pesticides sans avoir, au préalable, rempli un dossier qui repose sur une évaluation de risque, qui elle-même repose sur une batterie de tests toxicologiques qui vise à déterminer pour chaque substance, pour chaque produit, une valeur acceptable d'exposition et qui vise à déterminer les conditions d'utilisation des pesticides qui sont censées garantir que ces valeurs acceptables d'exposition pour les agriculteurs ou pour les consommateurs ne seront pas dépassées. C'est-à-dire que historiquement, le contrôle des pesticides repose principalement sur une source de connaissances qui est la toxicologie de laboratoire, c'est-à-dire on va exposer des rats ou des souris en général aux pesticides qu'on souhaite mettre sur le marché pour essayer d'identifier à partir de quelle dose ils ont des effets néfastes et pour déterminer les conditions d'usage qui sont censées garantir que ces doses acceptables d'exposition ne seront pas dépassées. Les choses ont commencé à changer à la fin des années 80, au début des années 90, principalement aux États-Unis. Les épidémiologistes ont commencé à s'intéresser à cette question des effets des pesticides sur la santé des populations humaines. Ils ont commencé à s'y intéresser notamment parce que dans les États les plus agricoles du Midwest américain, ils ont on constatait dans les registres de cancers qu'il y avait un nombre anormalement élevé de certains cancers, notamment des cancers du sang. Et donc, cette hypothèse que peut-être c'était l'exposition aux pesticides qui pouvait expliquer ce taux anormalement élevé de cancer du sang a fait son chemin et a débouché sur la mise en place de premières enquêtes épidémiologiques sur cette question. Elles étaient principalement centrées sur les agriculteurs. Pourquoi ? Pour deux raisons, je dirais. D'abord, parce que les agriculteurs sont la population la plus exposée. Voilà. Et puis, deuxième raison, il y a aussi que c'est un sujet qui est très difficile pour les épidémiologistes. C'est un sujet qui est très difficile, notamment en raison de l'énorme difficulté que représente l'estimation des expositions aux pesticides des populations qu'on étudie. C'est une des explications de la focalisation des épidémiologistes sur les agriculteurs. Non seulement c'est la population la plus exposée, donc c'est celle pour laquelle on peut penser que c'est le moins compliqué d'aller reconstituer des expositions, mais en plus de ça, c'est une population pour laquelle il est quand même possible par exemple, de construire des cohortes qu'on va suivre dans le temps, dans un temps long. C'est une population qui a souvent des informations lacunaires sur les pesticides qui ont été utilisés dans les exploitations agricoles, mais qui a quand même des informations, qui a pu garder des carnets de commandes, qui peut remonter dans le temps, avec énormément de limites, de trous, et qui vont venir après limiter la portée des données épidémiologiques qui sont produites, mais ça reste possible. Maintenant, si on part sur les riverains, on conçoit assez rapidement que c'est très, très, très compliqué d'aller enquêter auprès de riverains qui ne savent absolument pas à quoi ils ont été exposés au cours du mois qui précède, au cours de l'année qui précède et encore moins au cours de la décennie qui précède, qui sont par ailleurs des gens qui sont plutôt plus mobiles que les agriculteurs, qui, notamment pour le cas des exploitants en France, ont tendance à rester sur le même site tout au long de leur carrière professionnelle. Les riverains, ça bouge beaucoup plus. C'est une population qui est beaucoup plus difficile à cerner, à étudier du point de vue des épidémiologistes. Aujourd'hui, il est avéré que les professionnels agricoles sont surexposés aux produits phytosanitaires. Cette exposition se traduit par une surincidence de certaines pathologies. Maladie de Parkinson, cancer du sang, de la prostate, troubles cognitifs, bronchite chronique. Or, l'intérêt tardif de la science pour ces enjeux vis-à-vis des riverains se traduit par un corpus fragile et des données parfois contradictoires en fonction des méthodes, des régions ou des pays d'études. En 2021, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a publié une expertise collective sur la question. L'objectif est de faire un état des lieux de la littérature nationale et internationale sur les effets sanitaires des pesticides. Nous écoutons Rémi Béranger, sage-femme et épidémiologiste au CHU de Rennes et à l'IRSET, l'Institution de recherche en environnement, santé, travail. L'INSERM, en fait, régulièrement s'occupe de produire des synthèses sur une thématique particulière. Donc, les pesticides, c'est la deuxième fois. Il y a une première expertise collective qui a été rendue en 2013, qui a été mise à jour donc, cette année, en 2021, qui fait un petit peu le bilan sur les connaissances qu'on va avoir en lien avec les pesticides. Donc, ce qui ressort de ces données, c'est qu'on commence à avoir maintenant de plus en plus d'éléments qui sont en faveur d'un risque sanitaire lié à certaines familles de pesticides.
C'est difficile de parler des pesticides en général, parce qu'en fait, c'est une grande famille. Hein. Il y a au dernier recensement, entre guillemets, par l'ANSES, en 2010, on avait plus de 450 principes actifs qui étaient en cours d'utilisation, plus des molécules qui sont déjà interdits, mais qui ont potentiellement encore une présence dans l'environnement. Donc, on a de plus en plus d'éléments qui tendent vers un effet sanitaire de certaines familles de pesticides. Les données sont principalement portées par les expositions professionnelles, mais on commence également à avoir de plus en plus de présomptions sur l'impact d'exposition environnementale. Et on a notamment la proximité aux cultures, du coup, qui ressort dans certaines études comme étant associée à un excès de risque de maladie de Parkinson ou de certaines formes de leucémie, par exemple. Ou, je crois qu'il y a aussi les troubles du spectre autistique. Alors, l'incertitude, c'est toujours pareil, et un peu plus importante, parce qu'en général, dans ces méthodes, on va regarder la distance aux cultures, mais on n'est jamais certain de mesurer l'impact des pesticides, l'impact d'autres pratiques agricoles avoisinantes, ou même l'impact socio-économique, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes niveaux socio-économiques, les mêmes niveaux de sollicitation des enfants. Je pense par exemple au trouble du spectre autistique à la campagne qu'à la ville. Et il y a également des formes de pollution environnementale, pollution de l'air, etc., qui vont être différentes en fonction des milieux de vie. Et donc, dans ces études-là, on va regarder la proximité aux cultures. Donc, c'est plus difficile d'arriver à faire le lien avec une molécule en particulier. La deuxième chose concernant les données qu'on va avoir sur l'expertise collective de l'INSERM, c'est des éléments sur certaines familles qui sont plutôt des familles anciennes. Forcément, les pesticides modernes qui sont plus en cours d'utilisation actuellement, sont moins étudiés parce qu'il s'est passé moins de temps depuis leur mise sur le marché, bien entendu, mais aussi parce qu'ils sont un peu plus difficiles à étudier. C'est-à-dire que comme ils restent moins longtemps dans l'organisme, c'est plus difficile d'arriver à capter le niveau d'exposition des populations. Donc il y a un peu plus de difficultés techniques en fait, pour conduire des études. Fleur Delva, médecin en santé publique et coordinatrice du centre Artemis, une plateforme de prévention en santé environnementale, notamment autour des questions de reproduction. Sur la santé des riverains, on a quand même quelques données maintenant. Et dans cette expertise collective de l'INSERM, il y a quand même quelques données qui ressortent maintenant sur les liens entre exposition des riverains et effets de santé, même si c'est des données qui sont encore pas avérées et qui nécessitent d'être confirmées. Et les deux choses pour l'instant pour lesquelles il semblerait y avoir un effet, c'est avec la maladie de Parkinson et le développement cognitif de l'enfant, où on a l'impression qu'il se passe quelque chose qui a des effets, mais ça nécessite d'être confirmé parce qu'on est toujours sur la problématique de pas assez d'études, des études qui sont faites avec des caractérisations de l'exposition qui peuvent être différentes, avec des diverses méthodes épidémiologiques qui font qu'on a besoin d'un corpus d'études plus important pour avoir des niveaux de preuves qui sont avérés et que pour l'instant on est sur du suspecté. Il y a présomption d'un lien, mais on ne peut pas l'affirmer. La fragilité des données repose sur la difficulté de quantifier le niveau d'exposition des riverains aux pesticides agricoles. À l'heure actuelle, nous sommes toutes et tous exposés aux pesticides, que cette exposition soit domestique, via les peintures, notre mobilier, les produits ménagers que nous utilisons, ou via les résidus de pesticides dans notre alimentation. Évaluer l'exposition induite uniquement par l'usage agricole est aujourd'hui crucial pour caractériser les dangers potentiels auxquels s'exposent les populations riveraines. Stricto sensu, le calcul de risque, c'est la combinaison de deux paramètres qui sont les dangers et l'exposition. Donc, la dangerosité d'un pesticide, c'est ses effets. Voilà, est-ce qu'il est cancérogène? Est-ce qu'il peut provoquer la maladie de Parkinson? Ou est-ce qu'il peut provoquer des intoxications aiguës? Et un produit peut être très dangereux, mais présenter des niveaux de risque faibles si personne n'y est exposé. Ou si les expositions sont tellement bien contrôlées qu'elles sont absolument minimes. Et l'exposition, c'est donc la deuxième jambe du calcul de risque, et c'est très, très stratégique en matière de calcul des risques des pesticides, puisque toute la politique d'usage des pesticides et donc d'homologation, d'autorisation de mise sur le marché repose à la fois sur l'identification
des dangers des pesticides, l'identification des niveaux d'exposition auxquels surviennent ces dangers, mais aussi la mesure des expositions des populations concernées. Donc, la mesure des expositions des agriculteurs, la mesure des expositions des consommateurs et aussi la mesure des expositions des riverains. Je vais prendre un exemple très simple parce qu'on entend ça effectivement tout le temps et effectivement, moi, je ne les utilise pas et dans mon équipe, on n'utilise pas ces termes dangerosité, risque, nuance, risque direct pour la santé, etc. Enfin, pour nous, c'est complètement hors sol. Je vais vous prendre l'exemple du sel de cuisine. Que je sache, le sel de cuisine n'est pas considéré comme dangereux et il est autorisé et on en a tous à la maison. Bon, si vous salez trop vos plats, ce qu'on fait tous en France, on mange trop de sel. Ça a un impact sur notre santé. Ça augmente le risque d'hypertension artérielle. Aujourd'hui, vous avez 1 adulte sur 2 en France de plus de 40 ans qui est hypertendu. Ça augmente donc le risque de maladie cardiovasculaire, parce que qui dit hypertension dit augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, c'est la 2e cause de mortalité en France. Donc, la question est, est-ce que le sel est dangereux? On va toujours dire non. Sauf que quand on creuse, manger trop de sel, c'est risqué. On est exactement sur la même problématique aujourd'hui avec les pesticides qui sont toutes ces molécules chimiques qui n'existent pas dans la nature ou quand elles existent dans la nature, parce qu'il faut aussi faire attention aux pesticides dits naturels, mais qui sont extraits par l'homme, concentrés par l'homme et épandus dans les champs par l'homme et qui peuvent conduire à une exposition chronique des gens qui sont autour. Quels sont les risques pour notre santé? Tous les pesticides sont dangereux et tous les pesticides doivent être interdits, etc. On n'a pas dit ça, on a dit on se pose des questions sur toutes ces molécules qu'on épand dans les champs en quantité potentiellement très importante, avec une fréquence potentiellement importante, avec des effets qui peuvent être cumulatifs aussi, et puis, comme on le disait tout à l'heure, plein de molécules épandues en même temps ou à quelques jours d'intervalle dans les champs, et qui finalement vont faire des cocktails. C'est le mot à la mode aussi, les cocktails. Bon, voilà. Et donc, tout ça, aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens, non, ça n'a pas d'effet sur votre santé. On ne sait pas répondre à cette question. D'où ces questionnements, d'où ces études. Les risques associés à une substance dépendent donc de la fréquence et de l'importance de l'exposition. Il faut néanmoins noter que certains pesticides ont des effets perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que les effets ne dépendent pas de la dose d'exposition. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui va avoir un mécanisme d'action qui va perturber l'homéostasie hormonale. Donc en fait, il va agir comme une hormone, le perturbateur endocrinien, il va agir comme une hormone où il va bloquer les récepteurs d'une hormone. Et donc, il va modifier finalement la façon dont le corps aurait dû réagir. Mais on reste sur un mécanisme d'action. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué en pratique clinique, avec des données épidémiologiques, d'identifier ce qu'est un perturbateur endocrinien, parce que c'est un mécanisme d'action et qu'on ne voit pas forcément quel est le mécanisme d'action quand on est exposé à la substance. Ça nécessite de mettre en place des études toxicologiques. Et pour faire le lien avec les pesticides, en fait, il y a des pesticides qui ont comme mécanisme d'action la perturbation endocrinienne et donc ils vont agir comme perturbateurs endocriniens. Certains pesticides, pas tous. La difficulté, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de définition claire et homogène de ce qu'est un perturbateur endocrinien. La seule définition qui a été proposée par l'Europe, et ça a été un long consensus, elle est très contraignante, c'est-à-dire qu'il faut faire la preuve qu'il y ait un impact sur le système hormonal, qu'il y a un impact sanitaire et que l'impact sanitaire soit exclusivement lié à la modification hormonale. Si on suit ces définitions, je crois qu'il n'y a qu'une vingtaine de perturbateurs endocriniens identifiés par la définition de l'Europe. Si on a une définition qui est plus large et qu'on s'intéresse simplement à la modification ou à l'impact sur le système hormonal, les groupes qui ont des définitions les plus larges vont avoir potentiellement jusqu'à 1000-1500 molécules qui pourraient rentrer dans ces définitions. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plusieurs dizaines de pesticides qui semblent être en capacité du coup d'impacter le système endocrinien, que ce soit sur les hormones sexuelles, donc la testostérone ou l'œstrogène, ou encore tout ce qui va être hormone thyroïde,
qui sont impliquées plutôt, les hormones thyroïdiennes qui sont plutôt impliquées dans le développement neurologique chez l'enfant, par exemple. Là, c'est plutôt des composés comme les organochlorés ou les organophosphorés qui sont plutôt des composés anciens qui sont quasiment tous interdits maintenant en France. Ça ne veut pas dire que les nouveaux composés ne sont pas perturbateurs endocriniens, mais comme on a moins de données, qu'il y a moins d'études, en fait, on a moins de chances de tomber sur des études qui les désignent comme perturbateurs endocriniens. Si les perturbateurs endocriniens font exception, le nœud scientifique autour des effets des pesticides sur la santé des riverains réside dans la caractérisation de l'exposition. C'est pour répondre à cette grande question que Santé publique France et l'ANSES ont lancé, en 2019, l'étude Pestirive. Nous écoutons Clémentine Deremaux, épidémiologiste à Santé publique France et coordinatrice de l'étude. En 2013, Santé publique France, mais c'était à l'époque l'Institut national de veille sanitaire, a été sollicité pour investiguer finalement un signal de suspicion d'agrégat de cancer de l'enfant dans la commune de Prégnac, donc en Gironde. L'investigation qui a été menée s'est concentrée sur la commune de Prégnac et les communes limitrophes et a conclu qu'il y avait un excès potentiel de cas de cancer, mais que la zone investiguée était trop faible pour confirmer qu'on était bien sur un excès de cas de cancer dans cette zone. Et encore une fois, la limite, c'était aussi que dans cette investigation qui se basait sur des registres de cancer de l'enfant, on avait une absence de caractérisation de l'exposition réelle aux pesticides utilisés sur les cultures ou voir d'autres facteurs qui peuvent expliquer ces pathologies. Donc à la suite de ce premier signalement, Santé publique France a été saisie par la Direction générale de la santé, donc le ministère de la Santé, pour réaliser une étude épidémiologique sur les liens entre l'exposition aux pesticides et la survenue de cancers pédiatriques dans les zones viticoles. Et donc pour répondre à cette question, Santé publique France, et en lien avec l'ANSES, a proposé 2 études. Il y a d'abord l'étude GeoCap-Agri, qui est l'étude écologique qui investigue finalement le lien entre l'incidence de cancer de l'enfant et le fait de vivre à proximité de cultures. Cette étude GeoCap-Agri, elle est faite sur l'ensemble du territoire français. La question à laquelle vise à répondre GeoCap-Agri, c'est de savoir est-ce que le risque de cancer de l'enfant, est-ce que ce risque est plus élevé quand les enfants vivent à proximité d'activités agricoles? Pour répondre à cette question, l'étude GeoCap-Agri se base sur le registre national des cancers de l'enfant. Et ces résultats ont été publiés en 2020 et ont montré qu'on voit une augmentation modérée de la fréquence de leucémie de l'enfant dans les communes qui présentent une forte densité de vignes. Donc là encore, on est sur une relation entre densité de culture et fréquence de pathologie, mais il manque le lien avec l'exposition aux produits phytosanitaires utilisés sur les cultures. Pour répondre à la saisine du ministère de la Santé, l'étude Pestirive est lancée en parallèle en octobre 2019. L'objectif principal de Pestirive, c'est d'arriver à caractériser l'exposition aux pesticides chez les personnes qui vivent près de vignes pour savoir si elles sont plus exposées que les personnes vivant loin de toute culture. Alors, on a plusieurs enjeux et contraintes méthodologiques quand on va chercher à caractériser l'exposition aux pesticides. C'est que l'utilisation des produits phytosanitaires sur les cultures ne sont pas constants dans le temps. Et parallèlement, les personnes qui vivent près de cultures sont exposées aux pesticides via d'autres sources qui vont concerner l'ensemble de la population générale, comme l'alimentation, la profession, via des usages agricoles, mais pas que. Et l'autre source d'exposition aussi qui concerne l'ensemble de la population générale, c'est l'utilisation domestique d'insecticides, des antipoux, des antipuces, etc. Donc, du coup, dans une étude comme Pestirive, il faut qu'on arrive à prendre en compte l'ensemble de ces sources d'exposition et du coup à prendre en compte aussi cette variation de l'exposition au cours du temps, en fonction des régions, etc. Pestirive, c'est une étude qui va inclure à la fois des riverains et des non-riverains à des fins de comparaison.
On va chercher à avoir 2 groupes de population les plus homogènes possibles et différencier uniquement par le fait de vivre ou pas à proximité de vignes. Et donc du coup, si on met en évidence une différence d'exposition, alors elle aura toutes les chances d'être liée au fait de vivre à proximité de vignes plutôt qu'aux autres sources d'exposition qui sont l'alimentation, les expositions professionnelles ou les usages domestiques. La publication des résultats de l'étude est attendue pour fin 2024. Si la recherche se saisit enfin de ces questions, de nombreuses associations dénoncent cependant le manque de transparence et le côté lacunaire des bases de données. Aujourd'hui en France, les données d'usage de pesticides parcelle par parcelle ne sont pas disponibles. Les chercheurs utilisent des données disponibles par type de culture. C'est-à-dire que l'on connaît les produits utilisés en général pour la viticulture, mais il n'existe pas de registre sur les produits épandus à l'échelle des parcelles. On a des connaissances fines sur les usages de pesticides pour chaque type de culture. Et après, effectivement, il faut les généraliser. Et ça, c'est plus... Là, on fait effectivement des hypothèses. Voilà. Il y a aujourd'hui... Et après, ce serait... effectivement, c'est quelque chose qui est demandé, d'avoir une plus grande lisibilité, qu'il y ait une communication de ces données, que ces données soient centralisées sur les épandages de pesticides parcelle par parcelle. Voilà. Ça serait quelque chose d'énorme, de très lourd en plus à traiter, mais qui permettrait d'aller finement à la parcelle, plus que sur des pratiques, effectivement, comme vous dites, moyennées aujourd'hui sur un type de culture. La Californie est la seule région au monde à référencer les produits épandus parcelle par parcelle. En France, cela fait plusieurs années que l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde demande un meilleur accès à l'information. Nous écoutons Henri Plandé, membre cofondateur de l'association. Alerte Pesticides Haute-Gironde souhaite qu'il y ait une publication et une mémoire des produits enregistrés, à la fois sur les dates et sur les parcelles, parce qu'on a affaire à des maladies qui se développent, qui mettent 10 à 15 ans pour se développer. Donc, il faut pouvoir faire référence à un moment donné à la position géographique d'un individu ou d'une population et savoir si sur ces populations-là, il y a une apparition significative, statistiquement significative de maladies. Et pour ça, il faut aussi savoir avoir un registre des maladies, notamment des cancers adultes. Il y a un registre national des cancers pédiatriques, mais à ma connaissance, il n'y a pas de registre national des cancers adultes. Et du coup, on devrait avoir aussi des registres, c'est pas si compliqué que ça à faire, je crois, avoir des registres des maladies repérées qui posent question par rapport à ces produits-là. Parce que le problème aussi, c'est que les produits eux-mêmes changent, c'est-à-dire que les firmes savent très bien que, voilà, comme les noms changent, les noms commerciaux changent, etc., ce serait bien qu'on ait les noms des coformulants et de la substance dite active. Parce qu'il y a cette question-là aussi, c'est que l'homologation de ces produits se fait sur une substance déclarée active, alors qu'on sait très bien qu'il y a des coformulants qui peuvent être, même certains, plus dangereux que la substance dite active. Le délai qu'il peut y avoir entre la mise sur le marché et les études, elle est déjà liée à la quantité de molécules chimiques qui vont être disponibles dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a plus de 100 000 produits chimiques qui sont référencés par l'industrie. Donc tous les étudier de manière approfondie, c'est une gageure. Avec la législation européenne qui est REACH, on impose en fait un minimum d'études sur les produits qui sont mis sur le marché depuis plusieurs années. Maintenant, il y a les composés plus anciens qui n'ont pas forcément tous été étudiés, et ces composés modernes qui sont étudiés dans le cadre de REACH ne sont pas forcément étudiés toujours de manière adéquate et, j'allais dire, suffisamment approfondie. Il y a cette problématique du volume de produits chimiques. Donc, il y a les pesticides, mais il n'y a pas que les pesticides, il y a beaucoup de produits chimiques à étudier. Ça, c'est la première limite. La deuxième, c'est qu'en fait, il y a toujours du retard entre la prise en main par les scientifiques d'une thématique et la production de résultats concrets en application. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on identifie
côté scientifique, une molécule comme étant potentiellement utilisée fréquemment, potentiellement problématique, pour qu'on commence à lancer des études, qu'on commence à avoir des résultats et que ces résultats soient consolidés par d'autres travaux pour pouvoir avoir une action derrière auprès des services publics. Donc, on a des études des fois qui permettent d'avoir des résultats en quelques années, et puis des fois on a des études qui sont beaucoup plus longues. Donc entre le temps de se saisir de la problématique, d'avoir les données d'exposition, de suivre les gens la dizaine d'années, d'analyser les résultats, il y a facilement une vingtaine d'années qui s'est. Ce qui est un peu illusoire, en tout cas, c'est d'attendre de la science qui permette de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie parmi les pesticides. En disant, voilà, il y aura un moment, on va savoir avec précision quels sont les produits dangereux et quels sont ceux qui ne le sont pas. C'est illusoire. Alors, évidemment, on va apprendre des choses, hein, on continue d'en apprendre, mais jamais on aura le dernier mot qui permettra de dire, ah bah, ça y est, on a enlevé les pesticides qui étaient les causes des problèmes de santé constatés. Ça n'arrivera pas. Voilà, donc la précaution sans doute s'impose, mais que faire concrètement? C'est pas évident. On n'est quand même pas en mesure de cibler avec précision des pesticides qu'il s'agirait d'employer avec plus de précaution. Le monde dans lequel on serait sorti des pesticides est un monde qui n'est pas pour demain. Peut-être ça arrivera, pourquoi pas. Mais en attendant, il va quand même bien falloir qu'on continue à trouver des solutions. Donc c'est vrai que c'est essentiel d'essayer de faire dialoguer des populations, mais je comprends à quel point ça peut être difficile. À mesure que les villes grandissent, l'intrication entre les vignes et les habitations se renforce. Cette péri-urbanisation est particulièrement forte en Gironde avec le développement de Bordeaux, entraînant un besoin de réponse. Françoise Janson, vice-présidente du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, chargée de la santé et de la silver economy, nous explique le positionnement de la région et l'outil du PRSE, le plan régional santé-environnement, qui arbitre cet enjeu de santé publique. En 2017, la région vote ce plan régional, dont l'objectif premier est d'agir sur les pesticides et les risques émergents. Quand moi j'ai été élue au conseil régional pour la première fois fin 2015, début 2016, et quelques semaines après, il y avait cette fameuse émission d'Élise Lucet sur la question des pesticides qui a été un choc. Hein. Du coup, la question de la santé environnementale, cette question des pesticides, j'ai retrouvé le compte-rendu de réunions qu'on a organisées dès le mois de juin en suivant pour voir ce qu'il en était, avec en particulier Madame Baldi, qui est une spécialiste très reconnue du sujet. Et nous avons par la suite eu à faire le plan régional santé-environnement, qui pour la première fois était un plan régional dans lequel le conseil régional n'était pas simplement associé, mais était copilote. Quand il s'était agi de décider des actions principales de ce plan et des orientations stratégiques principales de ce plan, c'est moi, c'est le conseil régional, à travers ma voix, qui s'est battu pour que la question des pesticides soit le premier objectif stratégique, le premier des 5 objectifs stratégiques de ce plan. C'est un sujet spécifique en Nouvelle-Aquitaine, sur au moins 2 cultures que sont la pomme et la vigne. Donc, c'est un sujet qui nous concerne spécifiquement et sur lequel il faut absolument que ce soit une priorité essentielle. Et je reconnais qu'on a été soutenu par le directeur de l'ARS sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que dans le plan régional santé-environnement, il y a un objectif stratégique sur les pesticides et les risques émergents et des actions très ciblées sur ce sujet. Même avant d'avoir des preuves, les collectivités et l'État s'engagent sur la diminution de l'exposition, que ce soit des riverains, que ce soit des professionnels, aux pesticides, avec la diminution de l'utilisation des produits et surtout permettre d'analyser la quantité de pesticides dans les différents compartiments auxquels nous sommes confrontés. Cette action s'inscrit dans une vision politique en faveur de la réduction des expositions. Par précaution, il s'agit de réduire les expositions pour faciliter la cohabitation entre zones d'habitation et zones agricoles. Le rôle du politique, là, en tout cas sur ces questions, même si on n'en est pas sûr à 100%, c'est d'éviter le risque et c'est de le diminuer au maximum. Et en fait, le rôle du politique, il est de trouver les alternatives
qui soit moins nocive et qui ne soit pas nocive dans le futur. C'est pour ça que quand on lance avec Vitirev un gros travail sur la mécanisation, sur le matériel agricole, parce qu'il n'est pas question non plus de revenir à une agriculture où les gens mouraient à 55 ans, perclus de rhumatisme et de douleurs partout, parce qu'ils avaient passé leur vie à quatre pattes à aller désherber. Ce n'est pas non plus la solution. Et que la mécanisation, l'usage de l'outil numérique, tout ça sont des outils qui peuvent aider à diminuer, voire à supprimer les produits qui sont utilisés dans les cultures. Et le rôle du politique, c'est ça, c'est de lancer aussi ces recherches, ces travaux avec les gens avec les professionnels, avec les chercheurs, pour voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui peut être fait, comment est-ce qu'on peut échanger sur des bonnes pratiques qui font leurs preuves, qu'elles ne soient pas simplement ces bonnes pratiques les effets de quelques personnes particulièrement en avance ou particulièrement impliquées, mais qu'elles puissent être des bonnes pratiques utilisées et qui puissent être répandues un petit peu partout, en sachant qu'il peut y avoir des bonnes pratiques très spécifiques à certaines personnes et qui ne sont pas reproductives partout. Mais comment on travaille ensemble, comment on met des moyens humains, des moyens financiers sur le travail sur ces bonnes pratiques pour permettre qu'elles soient bien analysées et qu'elles puissent être reproductibles dans d'autres endroits. Donc voilà, je pense que le rôle du politique, il est d'aller plus loin, d'être un pas en avant, plus loin, de rassembler les gens et puis de travailler vraiment avec les acteurs, tous les acteurs concernés et qui ont des intérêts divergents. Bien sûr que les gens ont des intérêts divergents, mais pourtant on va vivre ensemble. Et donc le politique, il a accompagné cette démarche, voire elle a précédé pour arriver à trouver des solutions alternatives pour les agriculteurs, des solutions protectrices pour les agriculteurs eux-mêmes et pour les riverains. Je pense que cette proximité dans ce travail justement où on est encore dans l'inconnu, elle est essentielle. Je pense qu'il y a une caractéristique sociale dans le Nord-Gironde qu'on ne retrouve pas forcément dans le Médoc, par exemple, dans le Saint-Émilion. C'est-à-dire qu'ici, on a affaire à des propriétés qui sont de taille humaine. Ce pas des propriétés qui sont tenues par des grands trusts, etc. Donc, on a affaire à des vignerons qui font partie du club de rugby, du club de basket, qui vont chercher leurs gamins à l'école, qui vivent la vie de tout le monde, quoi, ici. Et ils finissent par être eux aussi questionnés par l'utilisation de ces produits-là. Et une fois que, comment dire, le temps de colère est passé, le temps de bataille est passé après l'affaire de Villeneuve-de-Blaye, les gens se sentent concernés. Et quand on a un propriétaire dans le Médoc qui arrive en hélicoptère, qui repart en hélicoptère et qui vend 40 000 bouteilles en Chine, ce n'est pas la même chose que quand on a un vigneron ici qui vend à son copain 3 caisses de 12 bouteilles, quoi. C'est pas pareil. Donc, je pense que géographiquement, le territoire est un territoire favorable à une transformation des pratiques et à un dialogue. C'est en ce sens d'ailleurs que Alerte Pesticides Haute-Gironde, sur la proposition d'un de ses membres, avait mis en place les états généraux des riverains et ça, au final, ça a été très bien perçu par beaucoup de vignerons, en fait. C'est très intéressant de voir les vignerons dire leurs difficultés à gérer l'administratif d'une propriété, à enclencher une mutation vers le biologique, combien ça coûtait. Enfin, c'est très compliqué pour eux, ça, il faut qu'on l'entende nous aussi. Et donc, les gens qui passent en bio, ils prennent des risques importants, en fait. Et ça veut dire que derrière, il y a une sacrée motivation. Et donc, il faut les soutenir, ces vignerons. À partir du moment où des consommateurs vont se battre contre les vignerons, c'est qu'on se trompe de cible, en fait. Mais si les consommateurs font masse avec les vignerons pour dire « nous tous,
on veut pouvoir travailler autrement, on veut que les vignerons puissent travailler autrement, on veut avoir des produits qui ne portent pas atteinte à la faune, à la flore et à la santé des ouvriers agricoles, des riverains et peut-être aussi des consommateurs de ces produits-là. Et aussi de l'ensemble des citoyens, puisqu'on sait que ces produits voyagent très loin aujourd'hui par les enquêtes ATMO. On représente une masse et une force, et c'est un rapport de force, on est en plein rapport de force, de toute façon. Du coup, Cépage a cette force-là que on se retrouve tous autour d'une table à dire qu'on n'est pas d'accord. Parfois, ça peut s'engueuler au début, surtout au début, mais là, on peut se dire les choses avec du respect et faire avancer le débat, quoi. Donc, j'espère que ça va durer. J'espère que, même si des fois, c'est tendu, hein, c'est quand même, voilà, c'est pas le monde tout rose non plus. Enfin, c'est quand même une belle réussite que déjà ça ait pu se mettre en place, quoi. Que Cépage, les états généraux des riverains aient pu avoir lieu. En fait, pour dire les choses très clairement, moi je trouve que beaucoup de vignerons ont beaucoup avancé sur ces questions-là. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Donc, quand on apprend que les Côtes de Bourg, de Blaye sont presque 30% de bio, on applaudit dès demain, quoi. Merci à eux. Pour les détails des différentes études citées dans ce podcast, n'hésitez pas à vous reporter à la description de l'épisode. Vous trouverez également des ressources autour du plan régional Santé Environnement.